Bonjour Jean-Jacques Derrisse. Bonjour. Donc, je suis très honorée de vous présenter aujourd'hui Jean-Jacques Derrisse. Alors, c'est un homme d'affaires, de finance et d'industrie qui a eu une carrière prestigieuse sur 3 continents, qui a géré une société de fonds d'investissement après avoir été vice-président de Péchinet et du Crédit Lyonnais. Et donc, Jean-Jacques Derrisse va délaisser un petit peu ce milieu très sérieux pour naître comme écrivain. Donc c'est la deuxième partie de sa vie où il a l'ambition d'écrire une œuvre littéraire cohérente qui restera. Alors on va vous présenter ses livres. Déjà, Jungle en multinationale était le premier roman. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, Jean-Jacques Derrisse? Oui, c'est une histoire romanesque qui se passe dans une entreprise multinationale dans le secteur de l'hôtellerie. Alors l'hôtellerie, c'est un secteur qui parle à tout le monde. Forcément, on est tous un jour ou l'autre amenés à aller à l'hôtel. Mais c'est une industrie. Et au niveau européen, quand il y a des actifs dans différents pays, ça peut être très compliqué à gérer. Et là, c'est en particulier compliqué parce que c'est une affaire multinationale, mais qui est une affaire familiale. Et dans les familles, eh ben, il y a des cousins, il y a des grands-pères, il y a des enfants. Ça se bagarre souvent pour la protection de l'entreprise, la protection du patrimoine, pour grignoter celui des autres. Et puis les familles deviennent des familles recomposées. Donc c'est de plus en plus compliqué. Et puis en plus, elles ne sont pas forcément au même endroit. Donc les différents personnages et protagonistes peuvent habiter de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, dans différents pays. Et donc tout ça fait une jungle pas possible quand il s'agit, après la mort du fondateur, de retrouver une unité et de continuer à gérer proprement donc cette multinationale. C'est surtout que vous levez le voile sur des milieux qui ne sont pas peints en littérature d'habitude, n'est-ce pas? Oui, alors c'est tout à fait le projet. Dans chaque livre, il y a une intention. Et là, l'intention, c'était de combler un fossé qui existe aujourd'hui, il me semble, en tant que lecteur, entre les auteurs qui sont habituellement des littéraires purs, qui parlent un peu trop souvent, à mon avis, de leur petit ego, de leur petit nombril, de leur petite expérience personnelle, et puis la vie normale dans laquelle vivent les lecteurs, parce que les lecteurs, ils sont tous employés d'une entreprise, dirigeants d'une entreprise, ils travaillent dans l'administration, ils ont une vie dans les affaires et dans la vie économique. Mais les auteurs sont, me semble-t-il, presque tous extrêmement éloignés de la vie économique. Alors, il m'a semblé que ça avait du sens de raconter des histoires romanesques, mais dans lesquelles les lecteurs vont retrouver quelque chose de leur vie quotidienne transformé à l'intérieur d'un roman. Oui, et c'est palpitant d'ailleurs. Vous avez vraiment le don de nous faire plonger. On est totalement immergé dans ces milieux qui nous sont étrangers, qui nous sont bien mystérieux. Et un peu moins après avoir lu votre roman, donc Jungle en multinationale, qui est sans doute le plus ambitieux de vos romans, celui qui va le plus loin possible dans la description des détails, les arcanes du pouvoir, les tout petites singularités de toute cette faune Et que vous côtoyez. en même temps, il y a des affaires de cœur, il y a des affaires de rivalité, parce que les hommes étant ce qu'ils sont, on retrouve toujours les mêmes sentiments ou les mêmes aigreurs ou les mêmes ambitions, bien sûr. Ah ben ça c'est sûr que riche ou pauvre, les grands problèmes de l'humanité sont toujours les mêmes. La vie, la mort, la souffrance, la jalousie, la rivalité amoureuse, la convoitise. Voilà. Voilà, donc en fait tous les hommes sont les mêmes finalement. C'est aussi ça, c'est l'universalité des problèmes humains. On les retrouve, bien Absolument. sûr, dans la jungle en question. Voilà. Alors ensuite, vous avez écrit Quatuor, que j'aime beaucoup. Il se trouve qu'on va faire une soirée le 26 juin à 19 h au Café de la Mairie, place Saint-Sulpice à Paris, une soirée d'atelier d'écriture. En fait, j'ai eu cette idée que Jean-Jacques Derrisse, avec sa générosité, a tout à fait acceptée, parce que Quatuor me semble le petit roman parfait, l'archétype du roman bien construit.
On s'attache aux personnages, ils sont hauts en couleur, ils ont du relief, ils sont très différents les uns des autres, chacun représente son milieu social, chacun est indépendant parce que le romancier sait se placer dans la peau de chacun de ces personnages. Donc il ne les juge pas, il les aime comme tout bon écrivain. Donc, cher Jean-Jacques Desrises, pouvez-vous nous dire d'où vous est venue l'idée de quatuor? Oui, alors, bon, quatuor, tout le monde sait, hein, un quatuor dans la musique classique, c'est une sonate pour 4 solistes. Donc, il y a 2 violons, un violoncelle et, et un alto, 4 solistes qui créent de la musique, jouent de la musique ensemble, aucun ne dominant les autres. Donc on n'est pas dans un système de musique dans lequel il y a un soliste accompagné par d'autres instruments. Non, on a une session concertante de 4 solistes ensemble. Et c'est probablement la musique de chambre dans le monde occidental a fait de mieux. Alors je suis parti de cette idée de 4 solistes qui forment donc un quatuor. Et la règle en général dans le quatuor, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est le plus souvent le cas, c'est qu'il y ait 4 mouvements dans un quatuor, 4 parties. Et donc le livre est construit comme ça, avec 4 héros et 4 parties. Et bien sûr, les solistes sont à peu près à égalité dans le roman, donc on parle de leur rencontre pour former le quatuor, et on parle de leur vie en commun pendant quelques mois. Et ils viennent de milieux très très différents et chacun joue donc sa partition. Et il y a comme de bien entendu une dame par exemple qui est chief économiste dans une grande institution multinationale, vous devinerez très facilement laquelle. Il y a un jeune homme qui est lui un musicien professionnel, il est violoncelliste. La musique joue un rôle important dans le livre, parce qu'on l'accompagne dans son travail de musicien professionnel. Et puis il y a 2 journalistes, un de la presse écrite et un de la télévision. Donc une petite journaliste extrêmement agressive, vivante et un peu fofolle, mais très très ambitieuse de la presse, de la télévision, de la presse télévisée. Et puis un journaliste plus sage et plus, comment dire, très bien éduqué, qui lui vient de la presse écrite. Et tout ça va se confronter dans une histoire douloureuse, parce qu'il y a un drame qui a lieu au sein de l'entreprise multinationale, de l'institution internationale de la chef économiste. Absolument. Et alors, j'ai aussi sur mes genoux Un être libre. Alors, ce petit livre me paraît s'adresser beaucoup aux plus jeunes aussi. Oui. C'est une histoire de transmission, là, n'est-ce pas? Tout à Alors, fait. c'est un petit livre très attachant qui s'appelle Un être libre pour rappeler Jacques le fataliste. Et donc, il y a un échange entre une personne âgée et son petit enfant. Et donc, c'est autour de la liberté, des choix de la vie. Donc, Jean-Jacques Desrises, j'ai sur mes genoux aussi Un être libre. Alors, ce petit livre très singulier me semble être destiné plutôt aux jeunes générations, dans un très noble souci de transmission, en fait. Vous vous mettez dans la peau d'un grand-père que peut-être vous connaissez bien, et qui s'adresse à son petit enfant et qui va lui enseigner un petit peu la manière de se libérer des rails dans lesquels l'existence nous envoie sauvagement, et de se réaliser pleinement en choisissant sa vie, en fait. Donc, avez-vous l'impression déjà d'être un homme libre aujourd'hui, Jean-Jacques Desrises? Ah oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Surtout depuis que je me suis amusé à construire cette petite production littéraire, parce que finalement c'est un travail artisanal, donc il n'y a rien de plus libre qu'un artisan qui fait son truc avec ses clients, etc., et qui n'est pas soumis à la pression de la jungle dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Alors, un être libre, c'est un moment de la vie d'un grand-père qui a été un entrepreneur, qui a très très bien réussi, qui a légué l'entreprise qu'il a créée à son fils, et qui se retrouve un peu démuni, et qui s'ennuie un peu. Et donc il est âgé, il n'a aucune envie de s'arrêter dans la vie, parce que c'est un homme libre, justement, qui est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Vous savez, quand on est un entrepreneur toute sa vie, on ne s'arrête jamais. Et donc il
part pour la Suisse pour faire une cure de rajeunissement dont il n'a absolument pas besoin, avec son petit-fils qui le conduit. Dans la voiture, le petit-fils conduit très sagement, et ce petit-fils, c'est un petit ingénieur qui vient de finir ses études, et le grand-père est un peu insupporté de voir que son petit-fils, finalement, est très sage et se voit parcourir des rails tout tracés, tout simples, et il veut lui donner une leçon d'optimisme et une leçon qu'il va lui donner autrement que simplement en lui expliquant quelque chose. Il va prêcher par l'exemple. Vous savez, il y a deux manières d'apprendre, avec la tête ou avec l'estomac. Mais il n'y a qu'une seule manière de retenir, c'est de recevoir des coups de poing dans l'estomac. Donc c'est exactement ce qu'il va faire. Il est très facétieux, il invente de multiples dérivés de ce voyage en cours de route. Et à la fin, il va montrer que finalement, on doit être acteur de son propre destin. Et c'est la leçon qu'il donne, sans en avoir l'air, à la génération qui suit. Et à tel point que, emporté par l'élan, il a envie de refonder à nouveau une entreprise alors qu'il a largement passé l'âge. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est un entrepreneur, on ne s'arrête jamais. Très bien. Et alors, j'ai aussi les petits contes philosophiques de Saint-Barthélemy. Alors, pourquoi déjà avoir choisi refuge dans cette île où vous résidez, n'est-ce pas? Depuis combien d'années d'ailleurs? Oh, depuis 20 ans, à peu près, pas loin. En fait, dans ma famille, nous avons toujours beaucoup navigué à la voile un peu partout, en Méditerranée, en Atlantique, dans le Pacifique. Et un jour, nous sommes tombés en arrêt devant ce petit rocher là au milieu de l'Atlantique. On a trouvé que c'était très sympa. Et donc, on a décidé de s'y installer, l'âge venant. Et dans ce petit livre, j'ai voulu raconter quelques histoires sur le mode humoristique pour faire un peu réfléchir sur l'aménagement, le développement d'une île qui est quand même un tout petit morceau de terre perdu au milieu de l'océan. Comment on peut en faire quelque chose? Comment il ne faut surtout pas faire certaines choses qui pourraient détruire le petit paradis? Et donc, ce sont des petits contes un peu humoristiques qui mettent en scène des animaux familiers ou des personnages familiers de l'île. Et dans les personnages familiers de l'île, il y a aussi bien de tortues que un jeune mannequin qui est venu s'exiler là-bas pendant quelques semaines pour pratiquer sa détox. Donc vous êtes une star dans l'île. Tout le monde a lu vos petits contes. Ah oui, ils plaisent beaucoup, oui. Ça doit se vendre, ça, les touristes les achètent, comme on achète une carte postale. Ça existe en français, et puis aussi, bien sûr, j'ai fait la traduction en anglais. Donc il existe en anglais également, puis c'est illustré avec des aquarelles. Ah, c'est très très beau. Les aquarelles aussi d'ailleurs, qui sont de Caroline Hérault. Voilà. Donc, nous allons parler de cet atelier d'écriture le 26 juin à 19 h au Café de la Mairie, place Saint-Sulpice. Donc, c'est le quartier des écrivains. Oui. Et donc, Jean-Jacques Derrisse a proposé généreusement donc, de donner un atelier d'écriture gratuit. Donc, nous vous invitons, nous proposons à tout le monde de venir participer. Il va vous enseigner ces trucs et astuces, comment devenir un romancier. Moi, j'admire beaucoup ce petit livre-là qui me semble être un modèle pour tout apprenti écrivain. Mais il a 1000 sortes de tours dans son sac et il n'est pas prêt de... Alors oui, on peut venir si on est tenté par l'écriture, si on a déjà fait quelques essais d'écriture, si on est publié aussi, parce que ça serait l'occasion d'un échange, bien sûr. Et puis, l'idée... Au fond, elle est assez simple, c'est qu'est-ce qui fait un livre intéressant, comment on s'y prend, quelle discipline il faut avoir pour quand même arriver à produire régulièrement. On produit avec comme tout à l'heure, on produit avec sa tête, mais aussi avec son estomac, avec son cœur. Et puis, comme c'est un atelier d'écriture, un atelier, il faut travailler. Donc, on fera un petit exercice d'écriture ensemble sur un thème vraiment très particulier de la place Saint-Sulpice. Donc, si vous pouvez deviner très facilement, mais si vous ne devinez pas, vous verrez, c'est la magie de la place telle qu'elle existait et telle qu'elle existe encore. Et donc, on fera un petit atelier d'écriture. Chacun écrira, s'il le veut, quelques lignes. Et puis après,
on verra ce qu'on en fabrique tous ensemble. Il s'agit de parler de l'écriture, puisque Jean-Jacques Derrisse, aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'écrire pour vous. Oui, tout à fait. Moi, j'ai dirigé des entreprises dans toute ma vie. Je suis un peu proche de l'entrepreneur dont on parlait tout à l'heure. Et un jour, je me suis dit, mais finalement, pourquoi s'arrêter? Et l'écriture, c'est une manière de continuer à transmettre, à raconter des choses qui sont susceptibles d'intéresser bien sûr des lecteurs, et puis aussi de partager de l'expérience accumulée au fil des années avec sous le mode humoristique, ou souvent en tout cas, en essayant de s'amuser à travers des histoires romanesques. Je crois que ce qui est fascinant dans l'écriture, quand on écrit un livre, c'est-à-dire un enfant de papier, quelque chose qui sort de nous quand même, qu'on a conçu, parfois porté pendant 9 mois, n'est-ce pas? En fait, c'est un enfant, un livre en quelque sorte. C'est quelque chose qui nous survit, qui en tout cas qui a vocation à nous survivre. En fait, on se sent tout puissant. On est comme Dieu qui crée le monde, puisqu'on invente une histoire, on est à la base de nos personnages, on est à la base de l'intrigue qu'on raconte. En fait, est-ce que c'est grisant, ça, de créer oui, tout à fait. tout puissant, ce pouvoir créateur? Ici, on est tout près de la rue Bernard-Palissy, des éditions de Minuit. Et moi, j'étais un grand admirateur de Jérôme Lindon. Et Jérôme Lindon avait publié Alain Robbe-Grillet. Et Alain Robbe-Grillet disait exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est un acte de création. Le romancier, c'est un peu Dieu. Il prend le lecteur par la main et puis il l'emmène quelque part. Alors, parfois, le lecteur se rebiffe. Parfois, au contraire, il adhère. Il fait sa partie du chemin aussi en lisant avec son imagination, son expérience propre. Mais il y a un côté magique, effectivement, d'emmener les lecteurs avec soi. Puisqu'on a le droit d'écrire n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête, on a le droit... Mais en même temps, les écrivains ont des terrains d'élection privilégiés. Par exemple, tout à l'heure, j'y pensais en commentant Jungle en multinationale. Si vous prenez Balzac, par exemple, Balzac a énormément écrit sur l'entreprise, les entrepreneurs, l'héritage, les fortunes diverses, les querelles familiales. Il a documenté de manière presque scientifique, systématique, la vie de son époque au moment de la révolution industrielle. Donc il y a quand même à chaque fois chez les écrivains le souci aussi de donner un témoignage sur l'époque à laquelle ils espèrent que les lecteurs adhéreront. Oui, bien sûr, le romancier est un grand témoin, surtout de son époque, de sa société, du monde qui l'entoure. Et c'est un vrai vestige, une preuve pour les historiens du futur, sociologiquement aussi, c'est très intéressant. Certainement. Donc, quelqu'un comme Michel Houellebecq a vraiment été l'écrivain de son époque. Tout à fait. Voilà. Et on vit une époque qui est très nombriliste, dans laquelle on raconte ses malheurs. C'est vrai que c'est spécifique à l'époque. Oui, je me semble. Et c'est un peu attristant parce qu'il y a plein de choses optimistes et sympathiques et généreuses et porteuses d'espoir qu'on peut raconter. Je crois que, vous savez, c'est le philosophe Pascal Bruckner qui a écrit récemment un livre « Je souffre donc je suis ». Moi, j'ai adoré ce livre, mais en fait, il voulait montrer qu'il y a une espèce d'inversion de valeur dans notre époque, où avant, autrefois, il y a 1 ou 2 siècles, on admirait les héros. Aujourd'hui, on a tendance à glorifier les victimes. Et encore une fois, les victimes, c'est très triste, c'est horrible qu'il y ait des victimes de bagarres, de coups, de blessures, de viols, tout ça. C'est horrible, on peut avoir beaucoup de compassion pour les victimes. On peut même les admirer dans certains cas d'avoir survécu, bien entendu. Mais je crois quand même qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre monde, d'avoir remplacé les héros par les victimes. Il y a quelque chose quand même qui me dérange là-dedans. Parce qu'être victime, c'est très triste, mais c'est pas non plus avoir sauvé un bébé des flammes d'un incendie. Être victime, voilà, c'est juste malheureux. Donc, je pense qu'il y a quand même un problème. En tout cas, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui écrivent sur ces sujets. Et il y a des raisons, bien sûr. Moi, j'ai envie de faire des choses différentes. C'est-à-dire, je pense que tous mes héros sont optimistes. Et ils ont tous envie de progresser, de faire des choses intelligentes et de ne pas
s'asseoir et pleurer sur leur sort. Donc ça, c'est ça qui m'amuse, mais parce que forcément, quand vous avez vécu une vie d'entrepreneur avec un beaucoup peu de dans le succès, monde entier, avec beaucoup etc., de succès. eh ben, vous êtes forcément attiré par effectivement le développement, le succès, je sais pas moi, les nouveaux produits, les nouvelles idées. Donc vous avez une vision optimiste du monde qui est la vôtre, que tout le monde n'a peut-être pas. On sent aussi beaucoup de gratitude envers la vie et dans ce besoin de transmettre chez vous. Vous voulez un petit peu rendre à la vie et aux autres le bonheur que vous avez eu. Vous êtes quand même un homme accompli, vous êtes heureux sur le plan professionnel, familial et maintenant littéraire. Donc que demander de mieux, Jean-Jacques Desrises? Vous êtes quand même aussi un modèle dans le sens où vous avez l'humilité de vous effacer et de vouloir transmettre tout ça. Mais je crois que ce qui est important, c'est de rencontrer les lecteurs. De rencontrer les lecteurs et de partager quelque chose avec eux. Vous savez, comme on disait tout à l'heure, vous emmenez les lecteurs dans une histoire que vous racontez, mais en réalité, les lecteurs font une bonne partie du chemin dans leur tête en vous lisant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer les lecteurs qui ont fait cette partie du chemin et voir comment ils l'ont faite. Moi, je suis très frappé quand je parle avec les gens qui ont lu mes livres. Chacun a une vision un peu différente, parce que chacun a amené son propre soi dans la lecture. Et donc on fait un bout de chemin avec des gens très différents qui ont une lecture très différente de ce qu'on leur donne, de ce qu'on leur offre à lire. Et cet aspect-là et le partage sur cette question, c'est très intéressant. Oui, on écrit pour aller vers les autres de toute façon, pour laisser quelque chose de soi, communiquer, partager, restaurer le lien humain. Et moi, j'ai vraiment l'ambition de le faire sérieusement, c'est-à-dire de communiquer quelque chose avec humilité. Hemingway avait un propos, il disait, d'abord, pour écrire, il faut être honnête. Et alors c'est honnête, pas au sens honnête, malhonnête du langage courant du gendarme et du voleur. Hein, non, c'est honnête avec ses sentiments, avec la qualité de l'écriture, avec ce qu'on veut transmettre, avec l'histoire qu'on veut raconter. Donc un grand respect, c'est ça ce qu'il veut dire, un grand respect de la littérature en général, et puis bien sûr du lecteur. Et si j'avais à vous demander, qui sont vos écrivains préférés? Ça c'est très difficile. Tout à l'heure, j'ai cité Hemingway, par exemple. J'ai un grand respect pour Hemingway. Très, très grand respect. Et aussi bien pour le Hemingway des débuts, très célèbre, très, très adulé, que pour les nouvelles qu'il a écrites à la fin de sa vie. Il vivait aux Antilles, justement, mais il vivait aux îles Vierges américaines, et aussi, bien sûr, en Floride. Et quand il raconte les parties de pêche avec ses petits-enfants sur son îlot où il vivait très, très pauvrement, hein, de manière très très sauvage, c'est absolument magnifique. Donc j'ai un grand respect pour justement l'honnêteté de l'écriture d'Hemingway. Je sais pas si ça m'est venu à l'esprit comme ça avec votre question, mais il y a plein d'autres gens auxquels je pourrais faire référence. En tout cas, vous êtes un écrivain qui aime les histoires, qui sort de son nombril pour aller imaginer des personnages cohérents, qui ont une logique, un raisonnement, et qui ne sont pas forcément vous, justement. Non, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées dans la vie, qui sont dans ces romans, mais a priori, il n'y a rien de personnel. Je veux dire, mon ego n'est pas là-dedans, quoi. Voilà, mais justement, vous dénotez dans notre époque où c'est plutôt à la mode de peindre son nombril de face, de travers, sur le côté, en dessous. Oui, c'est dommage. Dans tous les sens, oui. Bon, ben merci Jean-Jacques Desrises. Nous espérons vous voir donc au Café de la Mairie le 26 juin à partir de 19h, place Saint-Sulpice, avec Jean-Jacques Desrises et moi-même, et nous vous offrons un atelier d'écriture dans un moment convivial. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.